Vladimir simplement va poser une autre question, hein. C'était lui qui avait posé la première question, qui, reformulée par Estragon, a eu une réponse. Il pose ainsi une deuxième question par rapport à la réponse que Pozzo a donnée à sa question. Pour que je le garde, la question qui vient naturellement est « Vous voulez vous en débarrasser ?» Puisque Vladimir, lui, a bien compris. Hein, Vladimir est le personnage qui représente l'esprit, hein, Estragon représentant le corps, puisque Vladimir se concentre principalement sur son chapeau, alors que Estragon se concentre principalement sur ses chaussures. Donc ici, Vladimir, qui représente l'esprit, comprend bien la réponse qui lui a été faite et enchaîne comme s'il était dans une relation de discussion normale. Simplement, il n'a pas, lui, prouvé qu'il était digne d'être un maître. Il n'a pas encore montré la puissance de son désir, contrairement à Estragon, et donc il ne mérite pas encore de réponse. Pozzo va donc continuer son propre discours, hein, avec la réplique suivante, il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas, hein, avec la conjonction de coordination adversative, mais qui va servir de transition entre une formule positive et une formule négative, avec une négation totale, négation totale qui porte sur le verbe utilisé au futur, avec une valeur de certitude. L'intérêt de cette réplique réside dans l'absence de prise en compte de l'auditoire par Pozzo. On a véritablement une parole qui tourne à vide parce que, précisément, Pozzo s'écoute parler et ne s'écoute que lui. Il n'écoute pas les autres. La répétition de la question par Vladimir va venir confirmer cette intuition, mais la répétition est inutile puisque Pozzo continue de parler tout seul, de parler dans le vide. Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, nouvelle reformulation, je serais tenté de l'employer à l'avenir dans cette capacité. Par cette réplique, il va expliciter la notion de travail qui est présente dans la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, ce travail qui rend l'esclave nécessaire au maître aussi. C'est par son travail que l'esclave va se rendre nécessaire au maître. Estragon tente à nouveau sa chance par une reformulation de la question de Vladimir. Là où Vladimir posait la question « Vous voulez vous en débarrasser ?» Estragon va reformuler ainsi « Vous n'en voulez plus ?» Par cette reformulation, il va retenter l'expérience de la première partie. Simplement ici, l'absence de didascalie avec force montre que son désir n'est pas encore suffisant et n'est pas pris en compte par Pozzo, qui ne le considère plus maintenant comme son égal. Pozzo tourne à vide, Pozzo continue son propre discours, en réalité il porte comme un porc, avec la comparaison clairement péjorative. Ce n'est pas son métier, tentative d'explication, donc avec métier qui va faire signe directement vers la notion de travail dont on avait parlé précédemment. Le dialogue s'englue véritablement, hein. Nous avons, comme qui dirait, un dialogue de sourds autour d'un muet, et cela se valide encore par la répétition sempiternelle de la question de Vladimir « Vous voulez vous en débarrasser ?» Cela ne suffit toujours pas à Pozzo, qui continue dans son dialogue, hein, parole qui tourne toujours à vide, d'autant plus qu'elle est répétitive, hein, comme le montre le parallélisme. Il s'imagine qu'en le voyant bon porteur, il se figure qu'en le voyant infatigable. Donc on a exactement la même structure, proposition principale, proposition participiale circonstancielle, suivie d'un adjectif, bon porteur ou infatigable. Donc un véritable parallélisme, qui va se développer ici par la reformulation. Je vais regretter ma décision, on tourne toujours autour de la même idée, et là apparaît quelque chose de nouveau, hein, tel est son misérable calcul. Le premier possessif que l'on attribue à Lucky, ici, est un possessif calculateur, d'une part, et misérable d'autre part, misérable étant antéposé et donc éminemment subjectif. Se dessine alors, tout doucement, ce renversement dialectique, cher à Hegel, à savoir que par le travail, l'esclave se rend progressivement nécessaire au maître, et le maître, du coup, devient par ricochet dépendant de son esclave, avec cette exclamation, hein, comme si j'étais à court d'hommes de peine, qui va venir véritablement valider le fait qu'il pourrait s'en passer dans la simple mesure où il aurait de quoi le remplacer. L'exclamation cryptique « Atlas, fils de Jupiter » va venir expliciter l'intégralité de la dialectique, puisque cette exclamation est une définition de Loki, que tous regardent, comme montre la didascalie, qui va rappeler finalement l'origine divine d'Atlas, fils de Jupiter. Atlas est bien fils de Jupiter, c'est un titan, et c'est le titan qui se rend nécessaire par son travail, puisque c'est celui qui va porter le monde. Sans Atlas, Jupiter ne régnerait sur rien du tout. Et c'est là, dans cette expression, que va s'opérer véritablement le renversement dialectique. Atlas est nécessaire à Jupiter, de la même manière que Lucky est nécessaire à Pozzo. Et c'est bien pour ça qu'il ne pourra pas s'en débarrasser, malgré la fin de ce texte. Je pense avoir répondu à votre question. Alors le possessif ici fait référence à la question du
pourquoi, qui avait été mal compris déjà à la base, et une formule de politesse, hein, en avez-vous d'autres? Cette question ouverte, partielle, pouvant être interprétée comme une question rhétorique de politesse, comme le souligne le rappel de la didascalie au jeu du vaporisateur. Ce qui me permet du coup de passer à la troisième partie qui s'ouvre là encore, comme toujours, par une question, celle de Vladimir pour le coup. La question, voulez-vous vous en débarrasser? Question qui se répète perpétuellement, mais là où Pozzo avait manifesté sa volonté de passer à autre chose, il va cependant revenir sur ce qu'il avait dit, manifestant ainsi sa dépendance à Lucky comme sujet de parole. Remarquez que j'aurais pu être à sa place, et lui à la mienne, si le hasard ne s'était pas opposé, à chacun son dû. Dans la première partie de la réplique, on peut observer un chiasme autour de la conjonction de coordination adjonctive et j'aurais sa place, lui, la mienne. Celui qui est au centre ici, c'est bien le qui est enchaîné par son maître, mais qui est central pour son maître. La notion de hasard, ici, va faire signe vers le pessimisme caractéristique de la littérature de l'absurde, et sans doute qu'elle s'oppose un petit peu à la puissance personnelle que l'on retrouve dans le combat des consciences chez Hegel. Ici, ce combat des consciences, qui va déterminer qui sera maître, se réduit ici à un hasard, à une notion de destin que l'on retrouve dans le mot dû, comme si tout était écrit à la base. Ce qui va renforcer par cette référence fatale à la fatalité, la tonalité très pessimiste de cette philosophie. Cinquième répétition, vous voulez vous en débarrasser, il aura fallu 5 répétitions pour être enfin entendu, au sens de écouter, ce qui va se manifester par l'interrogation de Pozzo. Vous dites, il entend enfin, mais il n'a pas encore compris, il va falloir une 6e répétition, vous voulez vous en débarrasser, pour qu'il comprenne la question, qu'il entende, du coup, dans les deux sens du terme, la question de Vladimir. Par ces 6 répétitions, Vladimir a progressivement prouvé son désir de connaissance, et du coup, par l'affirmation de son désir, après Estragon, il va se mettre à son tour à égalité avec le maître qu'est Pozzo, ce qui va lui permettre d'être considéré et d'obtenir une réponse. Réponse très simple, en effet. Simplement, cette réponse très simple va être modalisée immédiatement par le biais de la conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va développer la situation. Au lieu de le chasser comme j'aurais pu, je veux dire, au lieu de le mettre tout simplement à la porte à coups de pied au cul, je l'emmène, telle est ma bonté, au marché de Saint-Sauveur où je compte bien en tirer quelque chose. Plusieurs points d'intérêt à l'intérieur de cette justification. Tout d'abord, le comme j'aurais pu qui est en incise, comme si cette possibilité était mise entre parenthèses. La première virgule n'est pas nécessaire syntaxiquement en réalité, et cette incise va vraiment mettre entre parenthèses ce pouvoir, comme si ce pouvoir était hypothétique, ce que va renforcer l'usage du mode conditionnel ici. Cette incertitude se confirme juste après avec la prétérition « je veux dire » qui va montrer la reformulation. Et à l'intérieur de cette justification, si l'on retrouve bien la puissance du maître dans les coups de pied dans le cul et la référence à la bonté, très antithétique avec ce qui vient de se dire, c'est pourtant le maître ici qui devient calculateur. Puisque là où il reprochait le misérable calcul de son esclave, de Lucky, ici, il compte bien tirer quelque chose de la vente. De la même manière, on peut s'arrêter aussi sur le verbe emmener qui n'est pas apporté. Le qui est considéré comme un objet qu'il s'agit de vendre au marché, on aurait dû avoir le verbe apporter. Or ici, c'est bien le verbe emmener qui montre que, de manière irréductible, le qui reste un sujet, reste un homme. Ultime justification, à vrai dire, chasser de tels êtres, ce n'est pas possible, comme s'ils ne pouvaient pas se résoudre à le faire. Pour bien faire, il faudrait les tuer, mais là encore, cette assertion est modalisée par le conditionnel. Les êtres dont il parle, donc la périphrase indéfinie de tels êtres, il désigne tous ceux qui sont comme le qui, c'est-à-dire les esclaves au service des maîtres. Ces esclaves, ce n'est pas possible de s'en débarrasser, tout simplement parce que c'est eux qui vont valider le fait que le maître soit le maître. Et ainsi, on peut s'arrêter sur la didascalie finale, le qui pleure. Il n'y a pas de raison à ces pleurs-ci, puisqu'il peut pleurer à cause de la menace, de manière directe, il faudrait les tuer, il se rend compte qu'il risque de mourir, ou alors il peut pleurer aussi parce qu'il est essentiellement dépendant de son maître. C'est son maître qui le fait exister en tant qu'être, puisqu'il lui a accordé l'être avec le verbe emmener, et du coup, il pleure de devoir quitter son maître, ne serait-ce qu'en étant vendu par lui.
En quoi la relation entre les personnages métaphorise-t-elle la société humaine? Nous avons vu dans l'introduction qu'il fallait considérer le couple Vladimir Estragon et le couple Pozzo-Lucky comme des individus fonctionnant en synergie, les deux faces d'une même individualité. C'est donc une discussion entre quatre personnages, mais entre deux individualités, qui va mimer finalement la relation entre des individus à l'intérieur d'une société. Simplement, cette discussion entre individus est une discussion de sourds, une discussion qui tourne à vide, tout simplement puisque nous sommes dans la mise en place de ce combat des consciences qu'il s'agit de vaincre pour devenir un maître, dans la dialectique de Hegel. Combat des consciences qui est la base de toute relation humaine dans cette philosophie. Cela va être validé par le couple Lucky-Pozzo, qui est un couple maître-esclave, ce qui est montré visuellement, mais qui est un couple aussi nécessairement joint, comme le montre le paradoxe de cette dialectique hegelienne. En effet, le maître n'existe que par son esclave, puisque c'est son travail, le travail de l'esclave, qui lui permet d'être un maître, mais de la même manière, l'esclave n'existe que par son maître, puisque c'est lui qui le fait advenir à l'être. Ainsi donc, on a une véritable interdépendance entre les deux, et finalement, le plus esclave des deux n'est peut-être pas Lucky. C'est ce qui sera dévoilé dans le deuxième acte, lorsque ce sera au tour de Lucky de guider son maître, devenu aveugle. Ainsi donc, nous avons bien une métaphorisation de la société humaine à l'intérieur d'une philosophie très pessimiste qui est celle de la philosophie de l'absurde. En effet, pour la philosophie absurde, rien dans notre monde n'a de sens et tout est soumis au hasard et à l'affrontement des forces. Ici, la mise en scène de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel va bien métaphoriser cet affrontement des forces qui est source de l'absurde dans les relations humaines. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter la syntaxe des propositions subordonnées conjonctives circonstancielles depuis la réplique de Vladimir, attention, jusqu'à la réplique de Pozzo, en avez-vous d'autres? J'ai repéré 6 propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans ces lignes-là, que je vais traiter de manière chronologique puisque leurs circonstances me le permettent. Nous avons tout d'abord 3 propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de but, introduites par la conjonction de subordination pour que je le garde et pour que je renonce à me séparer de lui. Ce sont bien des propositions puisqu'elles sont organisées autour d'un verbe conjugué, garde et renonce. Elles sont bien subordonnées puisqu'elles sont introduites par une conjonction de subordination et cette conjonction de subordination étant pour que, elles expriment bien un but. À ces 2 propositions, je vais rajouter une autre qui est un cas particulier pour m'impressionner, puisque ici, nous avons une proposition infinitive. On peut être sûr que impressionner a bien une valeur verbale ici, puisqu'il régule un complément d'objet direct, pour impressionner qui? Moi. Donc c'est bien une proposition infinitive, introduite par pour, et ainsi la proposition infinitive sera une circonstancielle de but, elle aussi. Je continue avec 2 propositions participiales, pour le coup, avec l'usage du gérondif, quand le voyant bon porteur et quand le voyant infatigable. Ce sont bien des propositions puisqu'elles sont organisées autour d'un verbe, même si ce verbe n'est pas conjugué à un mode personnel. Ici, le gérondif gère bien 2 compléments, un COD, le, dans les 2 cas, et un adjectif bon porteur et infatigable, et ainsi il va fonctionner comme un système d'attribution du COD. L'intégralité de ces propositions participiales, quand le voyant bon porteur et quand le voyant infatigable, va fonctionner comme un complément circonstanciel, soit de temps, soit de cause. Au moment où je le vois, ou bien parce que je le vois. Enfin, la dernière proposition sera la suivante, comme si j'étais à court d'homme de peine. Ici, il s'agit bien d'une proposition puisqu'elle est organisée autour d'un verbe conjugué, était, et c'est bien une proposition subordonnée conjonctive puisqu'elle est introduite par la conjonction de subordination comme si. Et ici, il s'agit donc, comme le montre le premier mot de cette conjonction de subordination, d'une circonstancielle de comparaison.